Oui, merci cher Pierre pour vos belles questions attentives et puis merci aussi à vous d'être là et de fait c'est un livre qu'on m'a demandé et c'est Olivier Poivre d'Arvor qui via Muriel Beyer qui est mon éditrice ici chez Plomb m'a demandé de faire le point politique parce qu'il y avait un brouillage certain puisque des journaux comme Libération disaient que je faisais le jeu du Front National, le Monde 2 jours après en rajoutait avec une grande photo en disant ces intellectuels revendiqués par le Front National. Enfin voilà, j'étais un homme qui défendait le Front National tout simplement parce que je disais que 25 ans, un quart de siècle de libéralisme avait généré ce que nous avions sous les yeux, c'est-à-dire justement un Front National qui fait la loi en politique, et puis un terrorisme dans nos rues. Je dis voilà, toutes ces choses-là ont été générées par une politique qui n'est pas la mienne. Et je me dis, mais tous ces gens-là qui sont au pouvoir depuis 25 ans, et qui nous disent de l'euro, de l'Europe, et plus d'euros encore, et plus d'Europe, et plus de libéralisme, et plus d'argent, et l'argent fait la loi, et on n'a plus besoin de spiritualité. Enfin, tous ces gens qui ont fabriqué cette civilisation dans laquelle nous sommes sont des gens qui disent mais c'est pas nous. Et on aurait des méchants, et les méchants, ce seraient les musulmans, et puis ce serait Marine Le Pen. Et comme ça, la chose est extrêmement claire. On a les bons et les méchants, le bien et le mal. Et il y aurait juste deux cases et pas de place pour la subtilité, auquel cas, si on dit mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, et c'est-à-dire qu'on fait son travail de philosophe, alors à ce moment-là, on passe pour un islamophobe, et puis on passe pour un islamophile, et puis on passe pour un compagnon de route de Daesh, ça a quand même été mon cas, on passe après ça pour un type de droite, puis d'extrême droite, puis un antisémite, puis un sioniste, enfin j'ai eu droit à tout. Et de fait, quand Olivier Poivre d'Arvor me sollicite, il a d'abord envie qu'on fasse un livre d'entretien, et il me dit, parce que votre image est brouillée, sur le terrain politique, ce serait quand même bien qu'on puisse faire cet entretien. Il se fait que ça n'a pas pris la forme d'un entretien, mais que ça reste tout de même un livre, et effectivement, tous les livres qui comptent pour moi ont des préfaces autobiographiques. Des livres dans lesquels je dis, voilà d'où viennent mes idées. Et aujourd'hui, comme il y a le bien et le mal, eh bien, il y aurait aussi la droite et la gauche, et puis il y aurait dans la gauche une gauche libérale et une gauche antilibérale, et puis il n'y a rien d'autre. Donc aujourd'hui, si on est de gauche, il faudrait soit dire que Hollande est l'horizon indépassable de l'histoire de France, soit estimer que si c'est pas lui, c'est Mélenchon, ou c'est le Front de gauche. Et je dis, mais non, ni l'un ni l'autre. Moi, je suis pas de cette gauche-là, et il y a plein de gens qui ne sont pas forcément de cette gauche-là, parce qu'il y a une autre gauche, voire d'autres gauches. Et la gauche dont je me réclame, elle est libertaire, c'est-à-dire qu'elle renvoie à la tradition anarchiste, mais pas n'importe quelle tradition anarchiste. Moi, je n'aime pas la violence, je ne supporte pas la violence, je ne supporte pas l'intolérance, je suis pour le débat, pour le fait qu'on puisse s'entendre, faire progresser tout un chacun avec du dialogue. Et je suis contre la Révolution française de 1793 quand elle fonctionne avec la guillotine, mais je suis pour la Révolution de 1789 quand elle prononce la Déclaration des droits de l'homme. Et je dis, la gauche qui m'a été enseignée, elle l'a été par mon coiffeur, le coiffeur de mon village, Pierre Billot, qui est désormais un vieux monsieur alité et pas très en forme, mais qui lui a été résistant, a été arrêté par la Gestapo, a été torturé dans mon village, notre village, et a été déporté à Neuengamme, et revenu de Neuengamme. Et un jour, alors que j'allais régulièrement chez lui, parce qu'on y trouvait Charlie Hebdo, la gueule ouverte, le Nouvel Observateur, la presse, puisqu'il était coiffeur et il y avait des journaux, et qu'on pouvait discuter avec lui, et je balayais les cheveux, et j'allais régulièrement chez lui pour parler. Puis un jour, il me dit « Assieds-toi, je voudrais te raconter quelque chose ». Je me suis assis, et il m'a raconté sa déportation, la vie au camp de Neuengamme. Tous, dans cette salle, nous avons appris un jour ce qu'était la déportation par quelqu'un qui nous l'a dit. Je m'en suis ouvert à mon éditeur, qui est l'un de mes éditeurs, qui est juif, et à qui j'ai dit, mais peut-être il faudrait faire un livre un jour sur la façon dont on a appris ces choses-là. Et lui me dit, mais je vois pas du tout. Jusqu'à ce que je comprenne que dans une famille juive, on ne découvre jamais parce qu'on sait depuis toujours. Parce que le grand-père est parti, la grand-mère, etc. Enfin, il y a eu toutes ces choses-là. Je dis, mais c'est quand même un moment extrêmement important, ce totalitarisme-là. Et il y avait un autre totalitarisme auquel je m'opposais, qui était le totalitarisme soviétique. C'est-à-dire, je n'ai jamais été communiste, pro-communiste, marxiste, pro-marxiste. Je n'ai jamais défendu ni l'Union soviétique, ni Trotsky, ni Mao, ni toute cette tendance-là. Et pour autant, j'estimais qu'on pouvait être d'une autre gauche, qui était la gauche libertaire, une gauche tolérante. Et puis, il y avait aussi
en plus de Pierre, un autre personnage important qui était Émile Legris et qui était un instituteur. Et qui était justement un personnage chez qui il y avait toujours table ouverte. Quand on avait des problèmes avec ses parents, on pouvait toujours arriver, ouvrir le frigidaire, il y avait toujours un jus de fruits, il y avait toujours une tranche de jambon, du pain, du beurre, et éventuellement on pouvait dormir dans le canapé, et puis on refaisait le monde, etc. Et c'était des gens qui, à l'époque, parlaient à gauche, mais vivaient à gauche. Et vivre à gauche, pour moi, c'est être généreux, fraternel, partager, être solidaire, c'est-à-dire ne pas avoir l'obsession de l'avoir, de l'argent, du pouvoir, des richesses, ne pas se damner, avoir un certain sens des valeurs et des vertus. On fait pas tout, on fait pas n'importe quoi, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et cette gauche-là, je l'ai vue à l'œuvre. Et j'ai aussi vu cette gauche se défaire. J'ai l'âge de pouvoir faire un peu l'histoire de la gauche. Et effectivement, j'ai connu la gauche qui était dans l'opposition, puis j'ai connu la gauche qui était au pouvoir, et puis j'ai connu la gauche qui, du pouvoir jusqu'à aujourd'hui, a gouverné la France et a fait de la France ce qu'elle est, en abandonnant, jour après jour, tout ce qui faisait les fondamentaux de la gauche. C'est-à-dire qu'on nous a dit, l'argent fait la loi, Bernard Tapie est un horizon indépassable, il faut aujourd'hui être tout-puissant, et on est tout-puissant quand on a de l'argent. On a moqué la spiritualité, on a moqué la philosophie, on a moqué l'art, les beaux-arts, etc. Et je me suis dit, c'est pas ma gauche. Et je ne suis pas pour autant passé à droite. Et j'ai dit 2 ou 3 choses qui ont effectivement troublé tout le monde, parce que comme il y a 2 cases, j'ai dit à un moment donné que je préférais quelqu'un d'intelligent de droite à un abruti de gauche. Mais qu'éventuellement, je préférais quelqu'un d'intelligent de gauche à un abruti de droite. À quoi j'ai ajouté que l'athée que je suis préfère un croyant intelligent plutôt qu'un abruti athée. Je ne dis que des choses de bon sens. Je dis juste que pour moi, le problème n'est pas d'être de gauche ou de droite, c'est pas un problème pour moi. Que le problème n'est pas de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu, c'est pas un problème non plus. Mais d'avoir une intelligence qui, au sens étymologique, est l'art de mettre en relation des choses qui, a priori, sont sans relation. Intelligere, et mettre en relation des choses qui, a priori, semblent sans relation. Et c'est à ça que j'invite. C'est-à-dire qu'on croit en Dieu, qu'on n'y croit pas, qu'on vote à droite, qu'on vote à gauche, que peu importe, mais ce dont j'ai envie, comme philosophe, c'est que chacun s'empare de la philosophie, de la pensée, de la réflexion, et qu'on débatte, et qu'on n'impose pas son mode de vie à autrui. Moi, j'ai aucun problème avec tous les modes de vie, quels qu'ils soient. J'ai un problème quand on m'impose un mode de vie, quel qu'il soit. Je veux dire, après, peu importe, je pense que on a le droit de pratiquer sa religion, on a le droit de pratiquer son idéologie, on a le droit de pratiquer une pensée qui sera une pensée de droite, une pensée de... peu importe. Mais on n'a pas le droit d'imposer ça à autrui. Donc je dis, mais est-ce qu'on a le droit aujourd'hui d'être tolérant? Tout le monde est tolérant, mais personne ne l'est. Est-ce qu'on a le droit d'être pacifiste? Tout le monde prétend l'être, mais personne ne l'est. Tout le monde justifie allègrement que depuis 1991, la gauche et la droite qui se remplacent au gouvernement et puis suivent George Bush et faire 4 millions de morts parmi les musulmans. C'est un chiffre qu'on ne donne jamais. Depuis 1991, depuis que George Bush a décidé qu'il fallait partir en croisade contre des pays musulmans sous prétexte qu'ils étaient dangereux pour nous alors qu'on les recevait, nous, en France. Je pense à Kadhafi, je pense à Bachar el-Assad, je pense à d'autres, à Saddam Hussein. On les recevait, puis en même temps on nous disait qu'ils étaient dangereux, qu'ils menaçaient de terrorisme, etc. Jamais ces pays ne nous ont menacés de terrorisme avant que nous n'allions les bombarder. Et je dis, voilà, vous êtes toujours en train de faire de la concurrence mémorielle, mais 4 millions de morts parmi les musulmans depuis 1991, à cause de vous, à cause de votre politique, droite et gauche, ça a généré ce que ça génère aujourd'hui, et vous êtes en train de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à bombarder plus fort, etc. Donc j'ai juste voulu dire ça dans une perspective de gauche, pacifiste, tolérante, en disant, si vous êtes de gauche, montrez-le. Et montrez-le en ayant une vie de gauche, et la vie de gauche on commence pas par dire, d'abord on bombarde, et ensuite on discute. Alors effectivement, dans le livre, on entend immédiatement ce que vous dites là, c'est-à-dire 2 choses, à la fois le sentiment d'un « on en est là », c'est-à-dire le sentiment que nous sommes arrivés à un point dont on peut considérer jusqu'à un certain point justement que les attentats en sont le symptôme, qui est à la fois un point dans les rapports internationaux et dans la vie politique et médiatique française, qui est globalement extrêmement noir. Et donc votre procédé, votre processus, évidemment,
nietzschéen que vous êtes, je pense que c'est pas vous faire insulte que vous de qualifier de nietzschéen, c'est de procéder à une généalogie. C'est-à-dire de dire les choses n'arrivent pas parce qu'elles arrivent parce qu'elles viennent de quelque part, et il faut procéder à cette généalogie. Alors justement, pour articuler les deux, est-ce que le risque justement dans la généalogie que vous faites, qui consiste grosso modo, je pense que vous y reviendrez, à dire que le moment crucial, c'est 1983, c'est-à-dire l'abandon par Mitterrand et le Parti socialiste de ce que pourrait être une politique purement de gauche, après les 2 années de législation de gauche, la conversion à l'argent et au libéralisme, et à partir de là, on est dans une sorte de dérédiction ou, selon le point de vue où on se place, d'optimisation libérale, et d'abandon complet du peuple, etc. Est-ce que, en raisonnant comme ça, vous n'essentialisez pas non plus au sens où, certes, c'est-à-dire qu'il y a un effet dominant qui est cette question du libéralisme, mais c'est un moment, on peut pas absolument, enfin on peut imaginer que c'est pas absolument un moment dans lequel l'ensemble les droits ne font que reculer. On peut aussi considérer qu'il y a la mandature Jospin de 97 à 2002 qui a un peu une autre couleur pour partie. Voilà. Est-ce que vous pouvez à la fois faire le tracé de ce que vous considérez comme étant la généalogie de cet abandon de la gauche, qui est fondamentalement 2 choses pour vous, qui est la conversion au libéralisme, qui vient produire ou s'appuyer sur l'abandon du peuple. Parce que pour vous, évidemment, tout ça ne va pas sans une question absolument passionnante, qui est la question du peuple. On y viendra après avec la question médiatique, parce que je pense que par rapport à ce que vous dites, il y a des choses extrêmement intéressantes sur à quel moment le peuple est manipulé, à quel moment, etc. Mais la question de la gauche, elle est quand même une question individuelle de la façon dont on vit, et quand on est homme politique, la façon dont on se représente les gens qui nous ont élus. Oui, il y a 2 dates. Il y a 1983 qui est le renoncement de la gauche à être de gauche et la conversion à la rigueur et au libéralisme. Parce que Mitterrand, qui n'avait de souci que de lui-même, a considéré que s'il voulait laisser une trace dans l'histoire, il ne la laisserait pas dans l'histoire du socialisme, mais qu'il la laisserait dans l'histoire de la construction européenne. Et à ce moment-là, on s'est mis à nous dire que l'euro ferait la loi partout et qu'on aurait la fin des guerres, la disparition de la misère, la disparition de la souffrance, on aurait le plein emploi, plus de chômage, plus de ce genre de choses. Donc le mal allait disparaître. Et le bien allait surgir d'un seul coup, et que quiconque était contre l'Europe libérale était contre l'Europe tout court, donc était pour la nation, donc était pour la guerre, etc. Et la deuxième date, qui est importante, parce que pour le coup c'est le renoncement de la gauche à être de gauche sur le terrain français, sur le territoire intérieur, 83, et 91, le renoncement de la gauche à être de gauche sur le terrain international. Le général de Gaulle avait une politique pro-arabe, et nous avons renoncé à cette politique pro-arabe, qui n'était pas forcément pour autant anti-israélienne ou anti-sioniste, mais il y avait une politique pro-arabe, et d'un seul coup, on change d'avis pour aller derrière George Bush en expliquant que il y avait des menaces, etc. Enfin, on connaît l'histoire, du moins d'aucuns s'en souviennent, et qu'il fallait désormais aller faire la loi chez Saddam Hussein en s'engageant dans des guerres internationales. Je dis simplement que quand tout le monde a écouté les informations d'hier et découvert que le patron de Peugeot gagne 15 000 euros par jour, samedi, dimanche compris, alors que les ouvriers ont été augmentés de 8 euros par mois. On ne peut pas faire sans cette information-là. Et d'un seul coup, les gens disent, si ces gens-là, par exemple, qui sont ouvriers, qui crèvent la faim, qui n'ont pas d'argent, qui ne peuvent pas payer les études de leurs enfants, qui doivent éventuellement rembourser les prêts engagés pour que leurs enfants puissent faire des études, si ces individus-là disent, mais enfin, bon, ça va pas, nous, on va voter pour Marine Le Pen, d'un seul coup, ils sont fascistes. D'un seul coup, ils sont nazis. Et je dis, effectivement, si on fait son travail de philosophe, on fait un travail de généalogiste, et on se dit, mais pourquoi des gamins sont-ils avec des mitraillettes dans la rue pour tirer sur des gens qui sont en terrasse ? Pourquoi ? Le problème n'est pas de savoir si ce sont des barbares, si ce sont des salauds. C'est pas mon propos, moi je suis pas un moralisateur. Je fais un travail de philosophe en disant pourquoi ? Pourquoi ça a lieu ? Pourquoi des gens votent pour le Front National, ignorent qui est Pétain, Vichy, ce qu'est l'OAS, la guerre d'Algérie, qui sont Salan, Chal et les généraux putschistes, ne sont pas dans des logiques fascistes ou d'extrême droite. Ils ont juste envie de dire mais qu'est-ce que vous faites pour moi qui n'ai gagné que 8 euros par mois alors que je travaille et que mon travail n'est pas franchement extraordinaire, alors que lui, il gagne 15 000 euros par jour.
qu'est-ce que vous allez faire pour moi ? On dit aux ouvriers, on ne peut pas vous augmenter parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a encore quelques années, 2 ou 3 ans, on nous disait la dette. La dette interdit qu'on puisse faire une seule dépense. Fillon dit même à un moment donné, la France est en faillite. D'accord, dont acte. La gauche arrive au pouvoir et dit finalement, on ne savait pas qu'il y avait aussi peu d'argent. Hein. Mais finalement, c'est toute la droite, hein. C'est comme ça, toujours. Elle nous laisse des caisses vides. Ah là 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 là. Nous, on est coupable de rien, responsable de rien. Il n'y a pas d'argent, il y a une dette, on ne peut rien faire. D'accord. Mais quand il s'agit d'aller massacrer des Afghans qui ne nous ont rien fait, des Libyens qui ne nous ont rien fait, des Irakiens qui ne nous ont rien fait, des Maliens qui ne nous ont rien fait, alors là, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. On a trouvé l'argent. On trouve l'argent tous les jours pour aller bombarder des populations civiles. On ne fait pas la guerre à des méchants. On fait la guerre à des peuples dans lesquels il y a probablement des méchants, mais dans lesquels il y a une population civile. On ne peut pas imaginer d'un côté qu'on puisse humilier des travailleurs, des ouvriers, et je ne parle pas de ceux qui sont au chômage, je ne parle pas de ceux qui sont au RSA, je ne parle pas de ceux à qui on a supprimé toute dignité, en disant on va vous traiter comme ça, mais en même temps, n'ayez pas le culot ou l'audace de dire que vous êtes malheureux. Parce que voter Marine Le Pen, c'est souvent dire qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. On ne peut pas non plus bombarder des peuples, attenter à l'Oumma, à la communauté, sur la planète entière, et estimer qu'il n'y ait pas des gens qui vont dire nous, on va aussi faire la réponse du berger à la bergère, et on va se comporter comme ça. Alors je dis pas c'est bien, je dis pas c'est mal, je dis pas il faudrait pas voter Front National, il faudrait bombarder. Enfin, encore que, je pense qu'il faut pas bombarder, hein, mais il n'aurait pas fallu, et qu'il ne faudrait toujours pas. Et que si on voulait avoir une solution, on pourrait déjà commencer par proposer un cessez-le-feu. Et puis arrêter. Et puis estimer que l'État islamique, ça s'appelle un État islamique. On nous dit qu'il faut appeler ça Daesh, ils veulent pas qu'on appelle ça État islamique, c'est un État et il est islamique, ça s'appelle un État islamique. Il y a un calife. On peut envisager une autre politique, une autre solution, autre chose. Je sais pas, quand on est président de la République, on doit avoir des projets de géostratégie, de géopolitique, une vision pour l'histoire et estimer qu'on ne peut pas maltraiter sa population de manière intérieure et maltraiter toute une autre population sur la planète entière en estimant qu'en plus de ça, il faudrait que les gens qu'on maltraite puissent nous dire merci et ne pas bouger. Donc oui, je fais un travail de généalogiste et quand on entend le Premier ministre nous dire que essayer d'expliquer c'est déjà pardonné, je dis mais on n'est pas dans la morale. Moi je parle pas en termes de morale, je dis pas c'est pas bien, il faudrait pas, ils sont méchants ou je sais pas quoi. Je dis mais on est dans la question de la généalogie d'une part et puis après dans la question du est-ce que ça ne serait pas mieux que les gens recouvrent leur dignité et est-ce que ça ne serait pas mieux que les peuples recouvrent leur liberté, leur autonomie, leur indépendance. Alors c'est difficile hein, quand on est allé massacrer la Libye de dire aujourd'hui allez on vous laisse etc. Maintenant débrouillez-vous, le mal est fait, mais il faudrait une espèce de grand plan, éventuellement européen, mais un grand plan national qui soit susceptible de dire on arrête les dégâts. On arrête, on ne peut pas massacrer le peuple français, les ouvriers, les gamins que je vois passer à mon bureau est au 5e étage et je vois passer des gamins avec des mobylettes qui livrent des pizzas jusqu'à minuit. Je me dis, mais ils payent leurs études en livrant des pizzas, et qu'est-ce qu'on fait quand on est à minuit en mobilette sous le ciel normand, dans le crachin, dans le froid, et le lendemain matin, à 8 heures, on est censé suivre ses cours. Et éventuellement, quand on n'est pas à l'université, on a été obligé d'emprunter 20 000, 30 000 euros pour s'endetter juste pour avoir un diplôme qui ne nous permettra pas forcément d'avoir du travail. Est-ce qu'on doit tolérer ça encore ? Donc il y a juste un moment donné où le travail du généalogiste consiste à dire, moi je vous fais une proposition, dites-moi que j'ai tort. Montrez-moi que j'ai tort, expliquez-moi en me disant non, ça n'a rien à voir, parce que ceci, parce que cela. Je regarde simplement et je me dis, c'est drôle, quand on prend une carte des endroits où ça explose en Europe, ça explose dans les pays qui sont explicitement impliqués dans les passages à tabac depuis 1991. Et il ne se passe rien en Islande, il ne se passe rien en Irlande, il ne se passe rien au Portugal, il ne se passe rien Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay, etc., en Amérique du Sud. Rien. Pourquoi ? Je pose juste la question. Après, qu'on me montre que j'ai tort, qu'on m'explique que c'est pas vrai, etc. Vous prenez une carte, et j'en ai encore vu une ce matin en lisant le journal, en lisant le Figaro à l'hôtel où j'étais, une carte de la France, de la misère et de la souffrance française. On prend une carte du vote Front National, puis on prend une carte également des lieux supposés, des lieux de terrorisme. Ça coïncide. Alors je dis juste, les géographes nous font des propositions, les statisticiens nous font des propositions. Est-ce qu'on a le droit de commenter ces cartes ? Ou est-ce que déjà faire 3 cartes en disant regardez, pauvreté, terrorisme et vote du Front National ont à voir, puisque finalement c'est une même misère
qui génère tout ça. Alors dire ça pour Libération, dire ça pour Le Monde, dire ça pour Le Nouvel Observateur, dire ça pour France Inter, c'est faire le jeu du Front National. Eh bien, c'est leur affaire, mais moi je ne cesserai pas de faire le travail qui normalement incombe aux philosophes. Alors, dans ce que vous dites là, d'une certaine façon, vous le dites de deux façons, si je puis me permettre, dans le livre, qui est à la fois ce constat que vous faites, et en même temps, qui tel que vous le faites là, semble ouvrir vers l'hypothèse qu'on peut réfléchir à d'autres solutions, une autre forme de politique. On verra à la fin avec l'évocation de Proudhon et de l'oxymore de l'État anarchiste. Mais il me semble, moi, que le livre a aussi une autre tonalité, on va dire, beaucoup plus négative, beaucoup plus pessimiste. Comme disait Topor, le pessimiste, c'est un optimiste qui n'est pas au courant. Enfin, c'est l'inverse, plutôt. Et du coup, ce que je veux dire à partir de là, c'est que l'État, entre autres de la question médiatique, et c'est là où je voulais en venir, fait que, selon vous, jusqu'à un certain point, quelle est l'autonomie qui est laissée à la possibilité de penser de la part du peuple? Parce qu'en fait, par rapport à la question du peuple, outre que, comme toute chose, il faut éviter de l'essentialiser, il y a deux choses. Il y a ce qu'elle subit comme souffrance, ce que vous venez d'évoquer, et la question du fait que, effectivement, elle vote, et de comment elle vote, et de, effectivement, comment est-ce qu'on fait pour penser cette question-là sans dire c'est des pauvres, donc c'est des abrutis, donc ils votent mal, etc. Qui est effectivement la façon, à grands coups de moraline, dont est fait les choses actuellement. Mais dans le livre, on voit bien que dans la façon dont vous décrivez ce qui est, de votre point de vue, quasiment une forme d'oppression médiatique, de deux façons, c'est-à-dire à la fois, d'un côté, le libéralisme est une vérité absolue et intangible, et de l'autre, le divertissement à tout crin, le plus abrutissant, le plus idiot, le plus inepte possible, de façon à ce que surtout, quelque chose comme une pensée ne surgisse pas. Donc, comment est-ce que, de votre point de vue, justement, on peut sortir de ce système-là et faire en sorte que cette question, qu'il y ait un espoir, si l'on veut. Et je trouve que dans votre discours, on sent qu'il y a une tension quand même entre les deux, c'est-à-dire entre un état de fait où vous avez une vision très négative et manifestement vous ne renoncez pas complètement, et le travail de l'université populaire en est aussi la preuve, au fait que oui, on peut continuer à faire un travail d'éducation et de pédagogie philosophique. Oui, je crois à l'éducation populaire. Parce que je pense que le peuple est sublime quand on le rend sublime. Quand je dis on, c'est-à-dire les gens qui ont tâche d'éduquer le peuple. Je parle souvent de mon père qui était ouvrier agricole, mais je veux dire mon père a quitté l'école à 12 ou 13 ans et il connaissait des vers de Victor Hugo. Il connaissait des vers de Racine, il connaissait des vers de La Fontaine, il connaissait l'histoire, il savait lire, écrire correctement, et penser, ne faisait jamais de paralogisme ou d'erreur de raisonnement, etc. Parce que une école, l'école républicaine de l'époque, apprenait à lire, à écrire, à compter, à penser. À partir du moment où on a estimé que l'éducation nationale n'était plus instruction publique, mais qu'elle devenait éducation nationale, on a commencé à trouver plus important d'idéologiser les gens. C'est-à-dire que moi, je vois des gamins aujourd'hui, qui ont 14 ou 15 ans, ils me sortent des trucs sur l'islam, sur l'écologie, sur l'Europe, sur l'euro, etc. C'est la bouillie qu'on leur met dans la tête depuis des années. Ils disent, ouais, moi je pense de manière autonome. Mon œil. Je dis simplement que, et ça aussi j'ai raconté l'histoire, que quand j'étais gamin, mes parents se sont fait offrir une télévision par les voisins parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour acheter une télévision, mais les voisins avaient changé de télévision, on a allumé la télévision, et quand on a allumé cette télévision, dans les années 60, je suis né en 59, donc il y avait les Perses d'Échille à la télévision, à 20h30. L'autre jour, j'ai vu, j'aime la Révolution française et je travaille sur la disparition du réel dans le cinéma. Et donc, le cinéma comme machine à faire disparaître le réel. Et je voulais voir ça avec la Révolution française. Et j'ai vu 2 téléfilms de Stelvio Lorenzi, un qui s'appelle La fuite de Varennes et l'autre qui s'appelle La vertu et la terreur et qui raconte l'histoire de Robespierre au comité de salut public. Et il se fait que j'ai regardé ça stupéfait, tellement c'était magnifique d'intelligence, de respect du peuple, d'éducation populaire, parce que justement il y avait des séries, c'était montré à la télévision à 20h30, c'était du noir et blanc, les caméras étaient extrêmement lourdes, donc effectivement les décors sont simples, le dialogue est magnifique, le jeu est magnifique, parce que ce sont des gens qui viennent du TNP de Villars, ce sont des gens qui sont des acteurs de théâtre, c'est-à-dire des gens qui servent le texte.
et pas des comédiens de cinéma, c'est-à-dire des gens qui se servent du texte. Ça n'existait pas exactement la même chose. Et je me suis dit, on est passé de l'autre côté, parce que finalement, à l'époque, le décor était sobre et le discours était intelligent. Aujourd'hui, quand on a un film, le décor est dispendieux et le dialogue est débile. Totalement débile. Je me dis, ça veut dire que pendant des années, on a estimé que le peuple, on pouvait lui donner de la bonne nourriture, puisque ce que faisait Stelio Lorenzi, c'était l'éducation à l'histoire, mais c'était aussi la mise à disposition des chefs-d'œuvre, Dostoïevski, Tchekhov, Zola, par exemple, au plus grand nombre. On estimait que quelqu'un qui était modeste, qui avait sa télévision, il avait le droit de savoir ce qu'était Crime et Châtiment de Dostoïevski. Il avait le droit de savoir ce qu'était le théâtre d'Adamov, parce qu'il n'y avait pas que les classiques, il y avait aussi des contemporains. Donc effectivement, il y a une époque où on pouvait faire du peuple un grand peuple parce que quand on lui apprenait à lire, à écrire, à compter, à penser, il avait du bon sens, il avait de l'intelligence. Aujourd'hui, c'est très exactement l'inverse. C'est-à-dire, on nous disait à l'époque, télévision fasciste, télévision du général de Gaulle, etc. C'est d'ailleurs les gens qui estimaient que le général de Gaulle était fasciste, qui soutenaient tous les régimes fascistes pourvu qu'ils soient de gauche à l'époque. Et on se dit, mais la télévision qui faisait ça à l'époque, elle était probablement moins fasciste que celle d'aujourd'hui, qui, avec les Guillon, les Hanouna et quelques autres, là, nous propose la médiocrité la plus absolue, l'insolence, la bêtise, la crasse totale, la scatologie, du pipi cacaboudin, c'est-à-dire c'est de la cour de récréation, et se retrouve avec des scores terribles à la télévision, parce qu'on dit, ils ont 10 points d'audience, 15 points d'audience, etc. Pour quelle raison ? Parce que quand on transforme le peuple en populace, on obtient une populace. Si on éduque le peuple à être peuple, il aimera Dostoïevski. Si on éduque le peuple à être populace, il aimera les concours d'euro et de paix qui sont faits chez ces gens-là, quoi, et qui obtiennent un nombre incroyable de vues, donc des annonceurs. Parce qu'à l'époque, la culture est subventionnée par l'État. À l'époque du général de Gaulle, on estime que ça fait partie du devoir de l'État. Je suis pour les impôts. Je suis célibataire, je suis sans enfant, je paye des impôts, beaucoup d'impôts, et je trouve ça très bien. J'ai le sens de l'intérêt général, j'ai le sens du bien public. Donc j'aimerais que la télévision puisse fonctionner avec l'argent en disant on vous restitue ce que vous nous avez donné, donc on vous donne une nourriture de qualité. Aujourd'hui, c'est très exactement l'inverse, d'autant que les télévisions privées disent « mais nous, notre propos n'est pas de faire de l'éducation populaire, puisque la chose a été clairement dite, il nous faut du temps de cerveau disponible pour vendre Coca-Cola ». Nous a dit le patron de TF1. La chose a été clairement dite. Donc effectivement, aujourd'hui, on abrutit les gens, on les transforme en bêtes féroces. Les médias donnent des informations qui sont des informations fausses, la plupart du temps. C'est-à-dire, il y a un moment donné où il faut dire, enfin, faut arrêter. Il y a quelque temps, quand les attentats ont commencé à avoir lieu à Bruxelles, moi, j'ai eu une annonce sur mon téléphone, j'étais à l'hôtel, j'ai allumé la télévision pour voir ce qui se passait. Pendant 45 minutes, alors qu'on voyait des bombes, enfin, il y a eu des bombes qui explosaient, on voyait de la fumée, etc. Les journalistes disaient, on n'est pas sûr que ce soit un attentat. Soyons prudents. C'est peut-être pas un attentat. Mais non, juste une canalisation qui a explosé, et puis 3 canalisations qui explosent aussi dans 3 stations de métro. Non, bien sûr, c'est probablement pas un attentat. C'est-à-dire qu'on rêve. Il y a aujourd'hui dans les médias français dominants, je dirais, qui défendent l'euro, l'Europe, l'argent, toujours l'argent, le libéralisme, l'argent qui fait la loi, une idéologie, une bien-pensance dans laquelle on nous dit, si vous voulez penser, il faut penser comme ça. Et ça, c'est le bien. Et si vous ne pensez pas comme ça, alors vous êtes islamophobe, alors vous faites le jeu de Marine Le Pen, alors vous fricotez avec l'extrême droite, alors, etc., etc. Donc, effectivement, il y a un moment donné où, quand on en a assez pris comme moi, puis des unes contre moi dans Libération, dans le Monde, des unes aussi dans l'Express, faut-il brûler Onfray, enfin toutes ces choses on se dit mais continuez, vraiment continuez, c'est même plus mal comme disent les enfants, parce qu'à un moment donné on se dit c'est l'inverse qui m'inquiéterait. Et que ces gens-là disent du bien de moi. Et à chaque fois que ce petit monde, qui fait ce monde tel qu'il est depuis 25 ans, à chaque fois que ce monde-là se comporte comme ça, je me dis, ils défendent leurs intérêts. Ils n'en ont rien à faire des zones de non-droit, des zones de disparition de la République, des zones de disparition de la dignité des gens, du fait que plein de gens sont interdits de dignité aujourd'hui, des parents qui sont pas dignes parce qu'ils travaillent pas, parce qu'ils cherchent du boulot, parce qu'ils passent leur temps devant la télévision et puis ils trouveront jamais de boulot et que leurs enfants les voient se comporter comme ça. Enfin, cette espèce d'absence de dignité, elle a toujours généré des réflexes terribles dans l'histoire. Si on faisait une histoire de l'humiliation des peuples, on verrait toujours que c'est à la racine des dictatures ou des totalitarismes qui adviennent.
Et on peut considérer, et d'ailleurs vous le faites, au titre de vos généalogies, que cet abandon de dignité, enfin plutôt ce refus de dignité, il vient s'articuler lui aussi sur un autre refus qui est la question de la souveraineté. Question de la souveraineté, puisqu'en fait, vous faites toute une partie sur la souveraineté en essayant de montrer, de rendre intelligible comment ce concept, qui est un concept absolument essentiel, entre autres dans la création de l'Europe moderne au sens 16e, 17e, pas contemporaine, un mot décisif dans la philosophie politique, a été, on va dire, au cours des 20 dernières années, finalement transformé peu à peu en insulte, sous la forme, entre autres, du souverainisme. Mais on peut considérer que la généalogie que vous faites à l'échelle politique, c'est-à-dire la souveraineté des États, est vraie aussi pour l'individu. C'est-à-dire que ce à quoi on demande de renoncer, c'est aussi une souveraineté de l'individu, la souveraineté étant probablement beaucoup plus que la sécurité, la première des libertés, au sens où être souverain, c'est la possibilité pour soi et de penser librement et d'agir librement dans une société qui est une société de contrat. Est-ce que justement, sur cette question, vous pouvez revenir sur cette question de la souveraineté, puisqu'on voit bien que pour vous, et c'est là où s'articule, je pense, assez bien dans le livre, on va dire les deux niveaux, c'est-à-dire la lecture vraiment en tant que philosophe. Vous revenez souvent dans le livre, dans celui-là et dans le livre sur l'islam, sur l'idée que votre position, c'est une position de philosophe, ce n'est pas une position de journaliste. C'est-à-dire que ce qui induit un rapport au réel, un rapport au temps qui est complètement différent. Et peut-être qu'on aura le temps d'y venir, mais je pense que c'est important, un rapport à l'émotion et à l'obligation d'être ému un peu différent de celui qu'on pense devoir imposer. Et dans ce chapitre sur la souveraineté, vous articulez ces deux choses-là, c'est-à-dire la critique du monde politique et médiatique contemporain au prisme d'une notion philosophique décisive qui est celle de la souveraineté. Oui, je me dis, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui souverainiste soit devenu une insulte ? C'est-à-dire qu'un souverain, c'est quelqu'un qui est maître chez soi. Et comment peut-on vouloir ne pas être maître chez soi ? Je suis pour la souveraineté parce que je pense qu'en France, les Français doivent être souverains. Et je pense qu'en Libye, les Libyens doivent être souverains. Et en Irak, les Irakiens doivent être souverains. Et que la souveraineté, c'est la possibilité pour chacun de décider de son destin, de son histoire, du trajet de son peuple. Enfin, je défends cette idée-là. Mais c'est pas étonnant que ceux qui ne sont pas pour la souveraineté française en France ne soient pas pour la souveraineté des Libyens en Libye et estiment que les Libyens ne savent pas ce qui est bon pour eux et qu'on va leur faire savoir et qu'on leur fait savoir la plupart du temps avec des avions, des bombes et des massacres de populations civiles. Et je dis mais qu'est-ce qui s'est passé pour que nous ayons transformé les vices en vertus et que la souveraineté soit devenue une insulte alors qu'on préfère l'inverse qui est la soumission. On veut la soumission. Et effectivement, je remonte au contrat social en disant, c'est une vieille histoire, le contrat social, c'est Épicure qui invente le contrat social. Hein. Puis après, un certain nombre d'individus, puis après Hobbes, puis après Rousseau, mais ça arrive tardivement chez Rousseau. Tout le monde pense que c'est le contrat social, 1762 chez Rousseau. Pas exactement, il y a une pensée qui précède tout ça. Et le contrat, c'est extrêmement simple. On renonce à quelque chose pour obtenir quelque chose. Hobbes nous dit, les hommes, naturellement, ont peur les uns des autres parce que les forts peuvent avoir raison des faibles, et puis les faibles peuvent se liguer et avoir raison des forts, et en fait tout le monde a peur de tout le monde, donc personne n'est en sécurité. Dès lors, pour obtenir la sécurité, il faut que chacun renonce à son pouvoir de nuire, et en conséquence, on va constituer avec un contrat social une société qui, via l'État, va permettre à tout le monde de vivre en paix. Donc on renonce au pouvoir de nuire et on obtient le pouvoir de vivre en paix. À quoi Hobbes ajoute ? Parce que moi, quand j'ai lu ça, j'avais 17-18 ans, et je l'ai fait sous la houlette de Madame Goyard, qui était ma directrice, qui deviendrait plus tard ma directrice de thèse, et elle me faisait bien lire, elle nous apprenait vraiment bien à lire. D'abord, éviter l'idéologie en disant Hobbes c'est un philosophe totalitaire, etc. Elle dit mais lisez tout, et quand vous aurez tout lu, si une phrase interdit de dire qu'il est un penseur totalitaire, eh bien il n'est pas un penseur totalitaire. Et il y a une phrase dans le Léviathan qui fait la théorie de ces choses-là, et qui est une phrase extrêmement intéressante, parce que justement ça fait le contraire du totalitarisme, et Hobbes dit donc vous renoncez au pouvoir de nuire, l'État vous garantit de la paix et de la sécurité, mais si le contrat n'est pas honoré, alors vous pouvez recouvrer votre état d'avant. Et je me dis, effectivement, ce que proposait Mitterrand avec l'Europe libérale, c'était que nous renoncions, nous en France, à une partie de la souveraineté nationale, au profit d'une souveraineté qui devenait une souveraineté européenne, mais en retour, nous devions avoir ce qui était annoncé.
La paix, le bonheur, la fraternité, le plein emploi, des perspectives extraordinaires, etc., etc. On dit très bien, ça fait 25 ans qu'on a renoncé, et ça fait 25 ans que ce que vous nous aviez promis, d'abord on ne l'a pas eu, mais on a eu exactement l'inverse. On a eu des guerres, on nous avait dit avec l'Europe, il n'y aura plus jamais de guerre. Ben, il s'est passé quoi à Sarajevo, il s'est passé quoi au Kosovo, il s'est passé quoi avec tous ces peuples-là. Après, il s'est passé quoi à chaque fois que l'Europe est intervenue sur d'autres chantiers internationaux. Donc on se dit, mais non, on n'a pas du tout obtenu ce qui nous avait été proposé. Donc je dis, mais c'est exactement la même chose quand on pense les rapports avec les autres pays de la planète. Je suis contre le droit d'ingérence. Il est aujourd'hui politiquement correct d'être pour le droit d'ingérence en disant mais regardez-moi ça, les droits de l'homme ne sont pas respectés chez Kadhafi, donc on va aller leur faire respecter les droits de l'homme, on zigouille Kadhafi, puis après toc, d'un seul coup, la démocratie va advenir, elle va surgir. Avec BHL en grand penseur de cette idée-là. Et donc ça a lieu, Sarko dit on y va, on massacre le peuple libyen, on massacre si peu le dictateur qu'on est obligé de l'égorger à la fin en disant bon on l'a trouvé, il est vivant, on en fait quoi? Et on dit bah butez-le, terminé, parce que sinon il va parler, on va expliquer qu'il a financé des campagnes présidentielles, c'est pas forcément utile qu'il puisse parler, parce que ses ennemis étaient quand même les amis des puissants qui nous gouvernent. C'était la même chose avec Saddam Hussein qui lui finançait d'autres campagnes. Un président que tout le monde aime beaucoup aujourd'hui, ça tombe bien, il est aphasique, il ne peut plus répondre. Mais je trouve que cette idée que nous allons là-bas parce qu'il faut instaurer les droits de l'homme est une idée fausse. Si vraiment les droits de l'homme nous intéressaient, mais il est bien évident qu'on aurait bouté les Chinois du Tibet occupés par les Chinois, et il est bien évident qu'on serait aujourd'hui en Corée du Nord, parce que il me paraît qu'elle est bien plus menaçante, et puis il me semblerait que peut-être aujourd'hui, en Cisjordanie, il ne se passerait pas ce qui se passe, si vraiment on était soucieux des droits de l'homme. Donc je pense que ce ne sont pas les droits de l'homme qui font que nous, je dis nous, je me sens pas solidaire, hein, mais je veux dire que la France, puis l'Europe, se retrouvent dans des guerres où, au nom du fameux droit d'ingérence, on intervient sous prétexte qu'il vaut mieux pour eux la liberté, l'égalité, la fraternité, le féminisme, la laïcité, etc. Mais laissez-les vivre. Laissez-les vivre, parce que nous n'avons pas, nous, forcément envie que des gens viennent nous dire vous, il va falloir que vous changiez votre mode de vie ou je sais pas quoi. On dit mais non, mais ils ont un mode de vie, ils ont une civilisation, c'est pas votre civilisation, c'est pas votre affaire. C'est leur affaire. Et on n'a pas à s'occuper de ce qui fait leur destin, leur histoire, leur désir ou leur volonté. Pourquoi quel intérêt on aurait à être contre un État islamique en Syrie ou en Irak? Après tout, c'est l'affaire des Syriens, des Irakiens, des gens qui viennent aujourd'hui en Europe, qui pourraient prendre peut-être les armes et résister en disant mais on veut pas ça ou etc. Enfin, laisser l'histoire des peuples aux mains des peuples, plutôt que de permettre à nouveau une espèce de néocolonialisme, sous prétexte de droits de l'homme, bien sûr, on aime tellement l'humanité que on fait ça pour ça, et je dis, revenons au principe de souveraineté. Nous n'avons plus aujourd'hui en France la possibilité de décider de quoi que ce soit. On va bientôt avoir des présidentielles, un président de la République, il ne peut pratiquement plus rien décider. Il peut même pas décider de la TVA des restaurants, sans demander l'autorisation à Bruxelles. Et on lui dit, ah non, on n'avait pas le droit, la TVA des restaurants, c'est pas vous, monsieur le président, ça ne relève pas de votre pouvoir. On se dit, mais si on n'a plus le pouvoir de ça, tous les paysans aujourd'hui, que j'ai connus quand j'étais adolescent et qui vendaient leurs produits sur le marché, interdit. Il faut aujourd'hui que vous ayez un camion réfrigérant, il faut que vous ayez des conditions d'hygiène qui fassent la démonstration que vous avez vu. C'est plus possible. J'ai un copain dentiste, il m'a dit, moi j'étais obligé de vendre mon matériel parce qu'on m'a dit, mais il n'y a pas de norme européenne, et c'est exactement le même. On m'a vendu le même, mais il a fallu que je m'endette. On a mis un truc dessus, norme européenne, etc. C'est-à-dire on a une bureaucratie qui nous dit ce qu'il faut faire, comment il faut consommer, comment il faut manger, etc. Ce qu'il faut manger, comment il faut se comporter, ce qu'il faut penser, bien sûr. Et aujourd'hui, plus personne, ou très peu, ne dit, mais attendez, est-ce qu'on a le droit encore de vouloir décider par nous-mêmes ou pour nous-mêmes? Voilà pourquoi les gens qui nous gouvernent n'aiment pas le peuple. Quand en 2005, le peuple dit on ne veut pas de l'Europe libérale, qu'est-ce qu'on fait quand on est président de la République? On dit dont acte. Moi, j'ai sollicité le peuple par un référendum, et par référendum, le peuple me dit nous ne voulons plus de cette Europe libérale. On ne veut pas forcément abandonner l'Europe, mais on veut que cette Europe, elle prenne une autre direction. Qu'est-ce qui se passe? Sarkozy et Hollande, Sarkozy président de la République à l'époque, s'entendent comme cochons, convoquent tous les deux le Congrès,
Il était plus malin avec le Congrès à l'époque Hollande qu'aujourd'hui. Mais et d'un seul coup, Sénat plus Assemblée nationale, on dit bon allez, au fait, vous êtes pour ou vous êtes contre l'Europe? Mais oui, on est pour l'Europe. C'est-à-dire le peuple a dit non, mais l'espèce d'oligarchie qui prétend représenter le peuple, mais qui ne le représente pas. Dit, mais si on va lui faire quand même passer ce truc et il va y avoir quand même, il va l'avoir. Et je le dis dans ce livre parce que j'ai retrouvé un texte de Giscard d'Estaing qui le dit lui-même que c'est la même chose. Parce qu'on m'a dit mais non, c'est pas la même chose. Le texte que le Congrès a fait voter n'était pas du tout le même. Giscard lui-même, grand défenseur de l'euro, de l'Europe, du marché libéral, etc., dit ben non, c'est exactement le même truc. On a enlevé un paragraphe, on l'a remis au-dessus, on l'a remis en dessous, on a mis 3 virgules, c'est exactement la même chose. Ben ça aussi, ça contribue au fait que les gens ne votent pas, au fait que les gens votent pour le Front National, pas tant par racisme, antisémitisme, xénophobie, je sais pas quoi, simplement parce qu'ils disent mais on en a marre, virez-les. Virez-les, ces gens qui nous demandent notre avis et qui, quand on a donné notre avis, disent on n'en a rien à faire de votre avis. Donc évidemment, ça me paraît tellement de bon sens que quand je le dis, il y a toute la presse qui, elle, défend ça. L'euro, l'Europe, le libéralisme, etc. Qui dit « Ah, regardez ce type qui fait le jeu du Front National ». Moi, je persiste à croire que la souveraineté pour soi-même, pour sa famille, pour les gens qu'on aime, quand on aime quelqu'un, on ne l'asservit pas, on ne l'assujettit pas, on ne le domine pas. Dans un couple, il faut aussi que nous soyons souverains, et que l'un demande à l'autre, que l'autre demande à l'un, qu'on fasse pas des choses l'un sans l'autre, ou l'un contre l'autre, ou l'un malgré l'autre. Et puis après, au-delà du couple, il y a la famille. Et bien dans la famille, ça devrait fonctionner de la même manière. Et puis après, dans la famille, vous avez le quartier, puis vous avez le village, la ville, vous avez etc. Jusqu'aux frontières d'une nation qui doit pouvoir dire mais recouvrons notre souveraineté, que nous ayons le droit de décider si on veut ceci ou si on veut pas cela. Ou alors on nous dit le peuple n'est pas souverain. Celui qui sera souverain, ce sera le représentant du peuple, la plupart du temps une petite oligarchie de gens qui ont fait Sciences Po, l'ENA, qui sont dans le même monde et qui finalement sont tous des copains, ils s'insultent à la télé, et puis quand l'émission est terminée, alors on va boire un coup, on va manger ensemble, etc. Et arrêtons avec ce régime-là, ou alors disons, c'est ce régime-là qu'on veut, c'est-à-dire des gens qui prétendent nous gouverner, mais qui finalement, pour nous, mais qui finalement gouvernent pour eux, et puis disons au peuple, tais-toi. C'est ce que fait d'ailleurs la télévision, et à chaque fois que les gens sont devant, je ne veux pas redonner le nom de ces gens-là parce que j'en fais pas une affaire personnelle, j'en ai rien à faire d'Hanouna, mais de dire tous ces gens qui nous disent le peuple est bien mieux devant sa télévision à se trouver abruti par le foot, abruti par les émissions où chacun pense qu'il peut devenir un grand chef, cuisinier, un grand chanteur, où on ubérise l'intelligence parce que on finit par dire mais vous pouvez tout faire si vous voulez. On sait bien que c'est faux. Un chauffeur de taxi, il a des compétences, il a payé une licence, théoriquement il est censé savoir ce qu'est le plan de la ville dans laquelle il nous trimballe, et on dit aujourd'hui non, si vous avez une voiture vous pouvez faire la même chose, vous pouvez faire le même boulot. C'est-à-dire que c'est la mort de l'intelligence. Personne ne dira moi je vais prendre l'avion avec un type qui n'a pas son brevet de pilote. Moi j'ai besoin de me déplacer, mais aujourd'hui c'est 1 euro le déplacement, c'est pas cher du tout, mais le type il sait pas piloter l'avion, mais... ubérisons, non. On va dire, tiens, j'ai une appendicite, il y a un type qui me prend demain, là, l'appendicite, il m'opère, c'est pas cher, gratuit, il a un CAP de boucher charcutier, mais il va faire ça très bien. Les gens disent non, un peu de compétences, ici, un chirurgien, on veut qu'il soit compétent, un pilote d'Airbus, on a envie qu'il soit compétent. Puis après, on dit, mais pourquoi être compétent? Et puis comme on a un président de la République qui n'a pas compétent, on se dit, bah, après tout, ubérisons. Non mais ubérisons la France, et pourquoi pas lui? Et aujourd'hui on voit que tous les jours on a un nouveau candidat pour les présidentielles en disant j'y vais, mais pourquoi pas, puis moi aussi, puis etc. Et on a aujourd'hui pléthore de bêtises là où les gens ont envie d'intelligence et de bon sens. Alors, l'articulation finale est extrêmement importante parce que on pourrait aussi considérer justement, il y a un moment où il faut bien faire quelque chose, il faut bien voter. C'est d'ailleurs une question que vous posez. Est-ce qu'au final il faut bien voter si c'est pour voter, comme vous l'évoquez, parce que vous faites dans l'introduction l'histoire de votre pratique du vote en décrivant quand même une longue désillusion progressive jusqu'à plus ou moins l'abandon du vote. Mais en même temps, il faut bien, on vit dans une société, il faut bien agir. Donc à partir de là, vers quoi est-ce que nous nous orientons? C'est-à-dire que, est-ce que on considère que malgré tout, le système politique est viable? Et c'est simplement le personnel qui fait défaut, ou la structure du personnel qui fait défaut, et donc il faut monter une forme de structure politique au sens propre, qui permet de proposer quelque chose de digne, de responsable, enfin selon les éléments que vous avez
utiliser, ou est-ce que, au contraire, parce que c'est aussi l'objet de la fin du livre avec deux choses, qui est la question du colibri, donc est la fameuse parabole, on va dire, employée par Pierre Rabhi, qui est il faut que chacun prenne sa part dans la société, et vous considérez que votre part, vous la prenez entre autres avec l'université populaire, et en même temps, dans le descriptif que vous faites de la façon dont fonctionne l'université populaire, c'est à la fois assez fort, parce que c'est, je pense, dans le livre, la partie la plus claire, où vous expliquez comment quasiment tout le programme de l'université populaire a été conçu contre ce que peut dire le Front National par rapport à la culture, par rapport aux femmes, par rapport au cinéma, par rapport à tout ce qu'on peut imaginer comme sujet dont traite le Front National. Et donc c'est à la fin du livre où vous, non pas éclaircissez, parce que je ne pense pas qu'il y ait besoin, mais vous expliquez véritablement ce que c'est, non pas de faire le jeu du Front National, mais de prendre sa part pour lutter contre. Et en même temps, dans cette description, il y a aussi une description moi je trouve assez touchante d'un certain nombre de désillusions dont vous avez été l'objet par rapport à des individus, mais que vous prenez aussi un peu comme symptôme de dire que certes l'autonomie, certes l'autogestion, certes la souveraineté, certes le contrat, certes la confiance, mais on est aussi souvent déçu de ça. C'est-à-dire que ce chapitre, moi je trouve assez touchant par rapport à ça, au sens où il est chargé de l'énergie que vous déployez depuis donc 15 ans par rapport à ça, et en même temps aussi d'un peu de poids, de dire bon, il y a un moment, c'est bien d'être aidé aussi, et de ne pas être tout seul à prendre sa part. Alors, je vais faire une prédiction, et je pense que l'histoire me donnera raison. Aux prochaines présidentielles, nous allons changer d'homme, mais nous ne changerons pas de politique. Et donc, je ne pense pas me tromper, vraiment, parce que on voit comment ça fonctionne. On aura quoi ? Hollande, Bayrou, j'allais dire Chirac, Sarkozy, et puis Le Pen en face, quoi. Et donc, Juppé, j'ai oublié. C'est probablement lui qui le sera, d'ailleurs. Et bon, voilà. Mais enfin, je dis simplement que la mécanique étant ce qu'elle est, on va nous dire le bonneto, quoi, toc, 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 et il est où ? Et hop, et on aura quoi ? Un type qui défendra l'Europe, l'euro, le libéralisme, etc. Et les mêmes. Des gens qui ont pris part à la gouvernance de la France depuis un quart de siècle. Voire plus pour Alain Juppé. On se dit, voilà des gens qui ont montré ce qu'ils étaient incapables de faire, à défaut de montrer ce dont ils étaient capables. Ils ont rendu possible la France telle qu'elle est, et ils disent, mais revotez pour moi. J'y reviens, j'en reveux, quoi. 5 ans Sarko, on a vu. 4 ans Hollande, on a vu. Et puis d'autres, on les a vus aussi, ils ont été ministres, ils ont été premiers ministres, etc., etc. Donc ça va se jouer comme ça entre un certain nombre de personnes, et tout le monde va s'exciter là-dessus, et on va avoir des sondages, et puis il y a celui qui monte, il y a celui qui descend, ça va être pensé comme une espèce de série, et tous les jours on va allumer la série, on a un nouveau client, non celui-là il est pas, et finalement il arrête en cours de route, et puis il y a la salle qui arrive, la salle il dit, ah mais si Bayrou ira, on sera tous les deux, d'un seul coup on se dit, c'est la tragédie grecque, d'un seul coup c'est deux qui s'aimaient d'amour tendre, ça va être à couteau tiré, comment ça va se passer, etc. Je dis, mais arrêtez de croire que ça va déboucher sur autre chose que le choix d'une personne qui va de toute façon défendre ce que nous vivons depuis 25 ans. Donc on a le droit de changer de pantin, mais on n'a pas le droit de changer de politique. Donc il y a juste un moment donné où moi j'ai commencé par dire bon je vote au premier tour par conviction. Puis au deuxième tour on dit bon ralliement d'une certaine manière le ralliement républicain comme on disait, etc. Puis à un moment donné je me suis dit bon premier tour je vote conviction, si tant est que, et vous avez raison de dire que j'ai eu des désillusions. Et puis au deuxième tour je disais je vote blanc. Et puis à un moment donné, parce que je dis bon, je reconnais le principe du vote, c'est une façon de dire je vais voter, mais en même temps je vote blanc. Puis à un moment donné où je me suis dit, mais ça sert à rien non plus la conviction, parce que si la conviction c'est de souscrire à la démagogie de tel ou tel, et de fait je me suis fait avoir à la démagogie de Besancenot, je me suis fait avoir avec la démagogie de 2 ou 3 autres, parce qu'ils disaient mais bon on va changer, fini le trotskisme, fini l'extrême gauche, il faut un grand truc mouvementiste, qui soit féministe, laïcité, etc., antilibéral. Il fait l'éloge de Louise Michel, Besancenot, je me dis, il parle des libertaires, je me dis, ouais, je trouve que c'est une bonne idée de faire une espèce de mouvement qui soit pas un parti. Puis j'ai très vite vu qu'il s'agissait juste de repeindre la façade, mais qu'on gardait la boutique trotskiste, et j'ai dit,
je ne suis plus de cette affaire, je ne suis plus de cette aventure. Donc oui, déception. Mélenchon, qui avant d'être désigné avait un certain nombre d'idées, puis une fois désigné est devenu une espèce de robespierriste avec une tête plus grosse que la perruque. Et donc là aussi, déception. Et puis à un moment donné, je me dis, mais pourquoi est-ce que je vais me déplacer pour voter 2 fois blanc ? En sachant très bien qu'au bout du compte, celui qui sera élu dans mon village, dans ma ville, dans mon département, le canton, parce que les cantons s'appellent plus des cantons, les départements ça n'est plus un conseil général, mais un conseil départemental, tout le monde aura vu la Révolution, et après ça on fait la même chose avec la région, au bout du compte, au bout du bout, qu'est-ce qu'on a ? Les mêmes. Toc, 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 toc. Donc il y a un moment donné où je dis j'arrête de voter, puisque finalement il n'y a pas un devoir de voter de la part de ceux qui ont à voter, mais il y aurait de la part des politiques un devoir à respecter ceux qui votent. Il n'est pas normal que le système représentatif soit ainsi fait qu'à l'Assemblée nationale, on verrouille tout au point que ce soit, en gros, l'UMP, enfin les anciens de l'UMP, et puis les Républicains, et puis aujourd'hui le Parti Socialiste, au milieu on a l'UDI, qui en gros se partagent la totalité du pouvoir, avec en marge des gens qui ne sont pas représentés. Le Parti communiste fait 3%, il a 20 sénateurs. Le Front National fait 30%, il a 2 députés. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que cette mécanique qui fait que... Alors, moi, je ne défends ni les communistes, ni le Front National dans cette affaire. Je dis simplement que si on avait une proportionnelle, les gens seraient peut-être obligés de penser autrement, de composer autrement, plutôt que de se dire on est entre nous et la règle du jeu nous va très bien. Je pense simplement qu'il y a plein de gens qui ne sont pas représentés, et que quand, dans une démocratie, plein de gens ne se trouvent pas représentés, ils disent ça nous intéresse pas la démocratie, parce que c'est pas une démocratie, ça nous touche pas. Et de fait, on a, je peux prévoir ça, je veux dire sans me tromper, on aura un taux d'abstention très élevé, et on aura un type une personne, homme ou femme, et qui défendra de toute façon les idées que défend aujourd'hui Hollande. Après, c'est juste une histoire d'habillage. Il n'y en a pas un qui va dire et si nous arrêtions notre politique de bombardement, par exemple, sur ce terrain-là. J'ai entendu Mélenchon qui a avancé ses pièces là-dessus. Moi, quand j'ai commencé à le dire, je me suis fait traiter de tous les noms. On a dit on ferait crash sur les morts du Bataclan, disait attitré Atlantico, etc. Très bien. Mais moi, je préfère, dans mon travail de philosophe, être dans une logique pacifiste. La testostérone est très bien portée aujourd'hui. On adore ça, faire des guerres, dire on augmente, on intensifie les bombardements, je décide, j'arrive sur un porte-avions, et puis je suis avec des militaires, ça sent l'homme, etc. Je ne suis pas très intéressé par ça. Je pense que le philosophe, il n'a pas forcément envie de ça. Et là, je travaille à un livre sur nous avons une première, mais je viens de finir Décadence, qui va faire 1000 pages. Et je travaille sur un livre sur la paix, et pas sur la guerre, sur la paix. Il existe une discipline de la guerre que Gaston Boutoul a fondée, qui s'appelle la polémologie. Y a-t-il une discipline de la paix ? A-t-elle un nom ? Eh bien, il y en a une, elle s'appelle l'irénologie. Simplement, on en parle si peu qu'on ne sait même pas ce que c'est. C'est-à-dire que les gens qui travaillent à la paix, en disant est-ce qu'on peut pas déjà commencer par se dire et si nous tâchions de fabriquer une communauté ? Je déteste l'expression vivre ensemble, etc. Mais de fabriquer une communauté, de fabriquer une république. En disant vous croyez en Dieu, vous n'y croyez pas, vous êtes musulman, vous êtes juif, vous êtes athée, vous êtes je sais pas quoi, vous êtes jeune, vous êtes vieux, vous êtes cultivé, vous n'êtes pas cultivé, etc. Et si la première des choses, c'était comment pouvons-nous vivre ensemble ? Est-ce qu'on essaie de refaire ça, oui ou non ? Moi, je pense que c'est ce qu'il faut. Et que dès lors, ce qu'il faut nous animer, ce qui doit nous animer, c'est pas la guerre, c'est pas la perspective de résoudre les problèmes en tabassant les gens. C'est de dire, on n'est pas d'accord, mais est-ce qu'on peut se mettre autour d'une table pour voir ce qu'on peut faire ensemble ? Ça me paraît tellement évident, ça s'appelle la diplomatie, et on a été géniaux, nous les Français, en diplomatie. La langue de la diplomatie, pendant des siècles, ça a été le français. Ils sont où nos diplomates aujourd'hui ? Il n'y en a plus. Si, il y a eu à un moment donné quand Villepin, à l'ONU, a fait ce discours extrêmement gaulien, politique pro-arabe, en disant on ne fera pas partie de la charrette des gens qui vont bombarder l'Irak, etc. Grand moment de politique étrangère française, avec des moments... moi, je connais un peu Jean-Pierre Chevènement, et Jean-Pierre me dit de temps en temps que quand il va dans des pays arabes, tout le monde le salue, quoi, en le respectant, parce que lui, quand on se souvient de cette histoire, quand un ministre ferme sa gueule ou ça démissionne, et puis il a démissionné, c'était pour refuser cette guerre. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait une gauche pacifiste. Ça ne veut pas dire qu'on est pacifiste en disant jamais la paix, peace and love, etc. Jamais la guerre, peace and love. Non, c'est pas ça la paix. C'est de dire d'abord la paix.
et ensuite la guerre si elle doit arriver. Mais ensuite, quand on a tout essayé, pas question de dire Adolf Hitler, il est sympathique, on va le laisser chez nous, etc. Non, la guerre était nécessaire avec Hitler. Mais on pouvait la prévenir autrement, enfin on va pas repartir sur le dossier Hitler, mais je veux dire, on pouvait tout à fait ne pas être munichois et empêcher les choses qu'elles se passent comme elles se sont passées. Enfin, peu importe. C'est Staline qui a rendu possible, le pacte germano-soviétique a rendu possible la guerre. Il n'y aurait pas eu ce pacte, la guerre n'aurait jamais eu lieu. Parce que les deux fronts n'étaient pas possibles pour Hitler et il ne l'aurait pas déclenché. Donc il y avait la possibilité pour Staline de penser la paix plutôt que la guerre. Il a pensé d'abord la guerre en se disant on s'arme, etc. Enfin bon, peu importe, je ferme la parenthèse là-dessus, mais pour dire que même avec des Hitler et des Staline, on pouvait envisager une solution qui soit irénique ou irénologique et pas polémologique. Je ne vois pas pourquoi, avec le calife Baghdadi, on ne pourrait pas envisager exactement la même chose en se disant on fait toujours la paix avec nos ennemis ou avec nos adversaires, avec les amis, il n'y a jamais la guerre, sinon c'est pas nos amis, ce ne sont pas nos amis, et bien là on doit pouvoir dire bon, il y a des pays qui peuvent faire l'interface et qui sont en gros nos copains, hein, le Qatar, l'Arabie Saoudite ou la Turquie. On a même remis récemment des légions d'honneur ou une légion d'honneur à des gens qui pourraient être utiles dans une perspective de négociation en disant et si on faisait pas forcément avec des caméras, pas forcément avec les médias, pas forcément avec parce qu'on n'a pas besoin de ces gens-là, mais pour faire ce genre de choses-là, mais juste dire rencontrons-nous, voyons ce qu'on peut faire, et parce que tous ces terroristes, les gamins des banlieues qui prennent les armes, etc. Si le calife dit cessez le feu. Il y a un cessez-le-feu, on est dans l'hypothèse absolue, hein. Je pense qu'ils sont capables de l'entendre. C'est une guerre, c'est ce que Clausewitz appelle une petite guerre. Ça ne veut pas dire qu'elle est petite, hein, ça veut dire que c'est la guerre qu'on dit asymétrique, mais enfin c'est la guérilla, disons-le autrement. Et je pense qu'on s'adresserait à l'intelligence des gens, on s'adresserait à l'histoire aussi, en disant mais la logique de la souveraineté, la logique du souverainisme, la possibilité pour chacun chez soi de faire sa propre politique, la possibilité d'en finir avec ce fameux droit d'ingérence qui nous fait faire des sottises partout sur la planète à chaque fois qu'on intervient. Il me semble qu'il y aurait une politique, puis après on la soumet au peuple. On la soumet au peuple, on dit voilà, moi c'est mon projet, c'est peut-être pas le vôtre, mais si c'est le vôtre, eh ben on le fait, puis si c'est pas le vôtre, on le fait pas. Plutôt que de dire, comme dit Hollande, on y va, on fait la guerre, on augmente les bombardements, on se dit mais ça sort d'où ça démocratiquement ? Qui a décidé de ça? À quoi ça sert le Parlement, le Sénat sur ces choses-là et pourquoi est-ce que un seul homme, alors qu'il pèse quoi? Il pèse 12% dans le taux de sympathie parmi les Français, pourrait décider du destin d'un tas de peuples sur la planète et surtout du destin du peuple français qui se trouve exposé de par ce fait. Merci beaucoup Michel Onfray.